Bonjour et bienvenue. Qui suis-je réellement ? Comment me définir ? Puis-je dire que je suis une entité essentielle qui demeure quelles que soient les circonstances, comme un rocher exposé aux quatre vents qui certes le touchent, mais jamais ne l'ébranle ? Qu'importe les expériences, rien ne viendrait transformer une part irréductible de moi-même. Ou bien ne suis-je que la somme de mes actes, considérant que c'est l'existence qui me fait et que rien ne la précède, qu'il n'y a pas d'être en soi, y compris en moi-même, à l'origine de ce que je suis, me commandant en toute occasion, me dirigeant dans toute relation, me gouvernant dans tout rapport. Les habitudes ainsi ne seraient-elles que des constructions de l'esprit, donnant une forme de stabilité à mon existence, que je pourrais supposer comme la manifestation d'une essence inaltérable, alors que peut-être s'agit-il que d'une illusion, puisque rien ne dure, pas même moi. La question de savoir qui je suis induit une réflexion d'ordre métaphysique, la biologie n'ayant rien à faire dans cette histoire lorsque je me demande ce qui me définit et donc me distingue entre le soi et le moi. Je peux alors envisager que le soi dépasse le moi en le considérant comme objectif, que même s'il est logé au plus profond de moi, le soi est de même nature pour tous, donc il ne m'appartient pas totalement. Il me serait impossible de le transformer puisqu'au fondement même de mon être. Ou alors m'est-il possible de m'affirmer en tant que moi, sans que le soi n'y soit pour quoi que ce soit, en estimant que je me construis plus que je ne suis a priori, me détachant de l'idée d'une nature profonde que je n'aurais pas choisie. Dans ce cas, il s'agit plus de devenir que d'être. Ou enfin, puis-je considérer que le soi n'existe pas, qu'il n'est qu'une idée que je donne à mon être, rien de plus, que mon origine n'est qu'un point de départ dans l'espace et dans le temps, comme si, à la naissance, nous serions totalement nus, pas seulement physiquement, mais également sur un plan psychologique, sans qualité physique certes, mais aussi sans caractère ni penchant naturel. Qu'il existe un soi souverain ou un moi émancipateur, ou seulement le moi en rejetant toute idée de soi, quelle que soit la réponse formulée quant à savoir qui je suis, la conscience de qui je suis est nécessaire comme moyen de s'atteindre, de se connaître, de s'engager dans le monde, en manifestant ainsi qui l'on est ou en devenant qui l'on est. La conscience ainsi est indissociable de l'idée que je me fais de moi-même, mais aussi permet-elle l'événement de qui je suis. Bref, la question de savoir qui je suis repose sur le rapport que j'entretiens entre la conscience et moi-même, dans un mouvement conscient qui peut m'emmener tant vers soi que vers moi. Je vous propose ainsi dans cet épisode quelques réflexions sur ce rapport finalement très particulier entre la conscience et moi-même, comme si la conscience a conscience d'elle-même. Et peut-être, à partir de ces réflexions, sera-t-il possible d'en dégager, espérons-le, un conseil de vie pratique. Il est difficile de définir ce qu'est la conscience, et ceci pour une raison simple. La conscience est à la fois sujet et objet. Sujet lorsqu'elle vise ce qui lui est extérieur, une personne, une chose, une idée, pourquoi pas, lorsque celle-ci me vient à l'esprit. J'ai conscience aussi du monde dans lequel j'évolue, non pas le monde dans sa globalité, mais l'environnement qui m'est proche, où je me situe. La conscience est ainsi une question de rapport, de relation entre elle et ce qui l'entoure. Mais elle ne se limite pas à cette extériorité. Elle est également réflexive. La conscience a aussi conscience d'elle-même. J'ai conscience en ce moment que
réfléchissant sur la conscience, c'est ma conscience qui est tant sujet qu'objet. Comment dès lors la définir ? Objet ? Sujet ? Les deux à la fois peut-être. Sauf que je n'ai pas toujours conscience d'avoir conscience lorsque je rencontre une personne ou lorsque je touche un objet, et ceci consciemment. Ensuite, avec la conscience, il m'est possible de connaître, et pas seulement d'être en contact, de connaître le monde, de connaître ce qui m'entoure, ce qui agit ou réagit, ce qui est dit ou pas. La conscience est ainsi affaire de connaissance. Et comme le besoin de connaître est sans limite, la conscience, en tant que sujet connaissant, se prend à chercher à se connaître elle-même, d'où la question de savoir qui je suis. Une fois encore, la conscience est tant sujet qu'objet, comme c'est le cas également à propos de la morale. En effet, en plus d'être une faculté à saisir ce qui est, y compris elle-même, en plus d'être également tant sujet qu'objet de connaissance, la conscience s'inscrit dans une dimension morale, où là aussi elle se développe tant comme objet que sujet. J'ai bonne ou mauvaise conscience à propos d'un acte que j'ai commis, ou à propos de mon comportement, comme si je possédais la conscience comme un objet qui me permettrait de mesurer le caractère moral de mes intentions ou de mes agissements, pour qualifier de bien ou de mal ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait, ou encore ce que je pense faire. Elle dépasse ainsi ce statut d'objet, la conscience, en conscience, lorsque j'accorde de la valeur morale à des idées, transformant ces idées en principes que l'on s'oblige à respecter en tant que conscience morale. Ce sont d'ailleurs ces obligations, donc la morale, donc la conscience, qui caractérisent l'individu pour en faire un sujet. Pour terminer, la conscience est également politique. Et là aussi, elle est tantôt sujet, tantôt objet. En tant qu'objet, il existe une conscience de gauche, une conscience de droite, du centre, jusqu'aux extrêmes. Et c'est ensuite en conscience, en tant que sujet donc, que je me dirige vers le bureau de vote ou pas. Conscience du monde, conscience morale, conscience politique, conscience de la conscience elle-même. Toujours sujet, parfois objet. La conscience est capable de tout viser. Au premier abord, rien ne lui échappe, pas même moi. Est-ce à dire que cette puissance fait de la conscience une substance indépendante de tout, y compris d'elle-même ? Penser ainsi permet d'envisager que nous sommes avant tout un soi. Reconnaître le soi comme au fondement de tout être implique qu'il soit tout aussi indépendant des autres que des circonstances. Et la conscience, en visant tout et tout le temps, présente cette qualité d'indépendance. Est-ce pour autant suffisant pour conclure que le soi existe parce que la conscience existe, voire que le soi et la conscience, en définitive, se confondent ? La conscience, dès lors, serait une manifestation du soi, faisant venir à la surface ce qui est logé au plus profond de chacun. Dans tel cas de figure, il ne s'agit pas d'avoir conscience de soi ou de moi, mais d'être soi avec la conscience. On peut le penser. Confondre la conscience avec le soi suppose que la conscience demeure, en toutes circonstances, que jamais elle ne s'évanouit, que sans cesse nous avons conscience, indépendamment de quoi que ce soit. Mais alors, qu'est-ce que la conscience, et sous-entendu le soi, si on les confond, si l'on considère qu'elle existe, y compris lorsqu'elle ne vise rien ? Peut-on encore la définir, donc se définir, si à l'extrême la conscience se rapporte au néant ? La conscience ne serait-elle pas plutôt un mouvement, et non un état,
une intention en quelque sorte qui fait venir à l'esprit une partie du monde pour en faire un objet. Dans cette hypothèse, si l'on pense la conscience ainsi donc, alors elle n'existe qu'à partir du moment où elle est en action, dès l'instant où il s'agit d'avoir conscience de quelque chose ou de quelqu'un. La conscience n'existerait donc que par l'objet qu'elle vise. Il n'y aurait de conscience qu'à la condition d'être en relation avec ce qui est extérieur, ce qui lui est extérieur, y compris à propos de moi et non plus de soi. Car en effet, si la conscience n'existe qu'au travers de ce qui lui est extérieur, tout finalement ne serait que question d'interprétation, et cela même s'il s'agit d'avoir conscience de moi. Dans ces conditions, le soi s'évanouit car, par définition, en tant que substance essentielle et inaltérable, le soi ne peut supporter d'interprétation. La conscience en tant que mouvement est certes capable de saisir ce qui est, mais elle le fait et en fait un objet subjectif. C'est certes en tant que sujet que je rends le monde abordable, en conscience donc, mais selon un processus qui n'appartient qu'à moi. Ainsi, puis-je dire que j'ai conscience de cet arbre fleurissant dans mon jardin, ou n'ai-je pas plutôt conscience de l'idée que je me fais d'un arbre fleurissant dans un jardin? Si l'on admet que la conscience ne conduit qu'à produire des représentations, des images en sorte, elle-même ne serait qu'une représentation de plus. Pas de place dès lors pour quoi que ce soit d'immuable, d'inaltérable, comme le soi. Toute représentation en effet peut souffrir du temps, ou bien être simplement différente selon le point de vue. Le soi ne serait pas plus qu'une image de plus, comme le moi d'ailleurs, une représentation parmi tant d'autres sans exclusivité, aussi instable que tout le reste, aussi évanescent au fur et à mesure que la conscience tombe en veille. Dans ces conditions, difficile de parler du soi, peut-être encore du moi. Il n'est pas aisé en définitive de trancher le débat entre le soi et le moi, comme tout aussi difficile est de définir la conscience, puisque dans les deux cas, l'observant et l'observé sont identiques. Sans prendre parti, il n'est pas impossible de considérer que la conscience est question d'intensité. Selon la situation, j'ai plus ou moins conscience de ce que je fais, de ce que je pense, même de ce que je dis. Combien de fois mes paroles ont-elles dépassé ma pensée ? En y réfléchissant bien des choses dans une journée échappent à la conscience. Peut-on dès lors parler d'inconscient, ou de conscience minimale, de subconscient peut-être, à propos de tous ces moments du quotidien dont la pensée fait très peu de cas? Pourrions-nous aussi vivre en toute quiétude, avec un minimum d'angoisse, si chaque geste ou chaque pas serait accompli consciemment en toute conscience, avec l'intensité la plus forte qui soit? Ne serions-nous pas dans un état de veille permanente, proche de l'alerte au moindre fait et geste? Disons-le, la conscience n'est pas de tout repos. Et cela n'est guère étonnant que la conscience s'efface une fois le sommeil venu. Nous n'avons donc pas toujours conscience de tout, et fort heureusement, pour la quiétude et le repos. Mais également pour progresser, si l'on tient, à la manière de Nietzsche, à considérer la conscience comme un instrument. En effet, dans Humain trop humain, Nietzsche explique que la conscience est pour l'homme une nécessité instrumentale. L'être humain étant à l'origine doté que de très peu d'attributs, lui permettant de survivre dans un environnement hostile, il lui fallut développer une conscience lui permettant de se rendre intelligible auprès des autres, et donc de se protéger collectivement.
La conscience serait ainsi historique. Et comme pour tout procédé de nature historique, le progrès est envisageable. Il m'est donc possible de gagner en conscience, et donc de vivre moins comme un automate, tout en conservant des routines de repos pour l'esprit. En poursuivant l'idée de Nietzsche, si l'homme a eu besoin de conscience, c'est qu'il se trouvait en difficulté. Ce sont ainsi les obstacles qui permettent de passer de la veille à l'éveil. Nous en faisons tous l'expérience. Il suffit que nos habitudes soient contrariées par le moindre événement, tout de suite la conscience se saisit de la situation. Profitons donc de chaque obstacle rencontré pour éveiller au mieux notre conscience. Tel est le conseil donc que je formule volontiers, et ceci peu importe qu'il s'agisse de soi ou de moi, puisqu'il s'agit tout simplement d'en tirer profit. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous avoir apporté matière à penser à propos de la conscience. N'hésitez pas à me laisser un message à la suite de ce podcast que vous trouverez sur le site www.philoconseil.fr. J'aurai plaisir à vous répondre et peut-être ainsi pourrions-nous continuer la réflexion ensemble.